Ok, donc du coup, le sujet de ce soir, c'est comment avoir des clients en 2025. Donc là, on va apprendre à analyser, à évaluer, à créer une stratégie pour attirer vos clients idéaux. Donc en gros, dans le sommaire, on va comprendre l'importance de se nicher parce qu'il y a pas mal de personnes qui me posent encore la question de pourquoi et qui le font pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Donc là, on va vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t. On va voir pourquoi il est important de se nicher. Je vais vous montrer des cas. On va vraiment poncer la chose. Et à la fin, vous pourrez même plus me dire ah ouais, mais je trouve que c'est pas important. Donc là, ce soir, demain, tout le monde repart avec une niche. Je call, c'est très compliqué. C'est pas un travail qui est facile. On va voir sur quoi, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos objectifs et faire votre niche par-dessus ça. Donc on va comprendre l'importance de se nicher. On va faire une analyse de marché. Ça paraît, c'est super important, l'analyse de marché. On va étudier la concurrence, comment faire. On va évaluer les opportunités, on va évoluer la valeur que vous apportez, finito le syndrome de l'imposteur, je vous préviens. On va voir comment créer un avatar client, justement, tout le principe de l'atelier, et on va voir quelques petits bonus, exemple, packager vos services et mettre en avant votre expertise. Ok, donc tout d'abord, comprendre l'importance de se nicher. Donc l'idée, c'est vraiment d'accroître votre crédibilité. Sachez, partez toujours du principe qu'un client, dans tous les cas, il va chercher un expert. Et j'ai mis deux exemples. Un couple préfère toujours, tous les cas, un vidéaste qui est spécialisé en mariage et qui connaît les moments forts. Il connaît les moments forts, il va connaître les moments où il y a de l'émotion. Les mariés vont vouloir, c'est le plus beau jour de leur vie, ils vont vouloir retranscrire ça dans des photos, ils vont vouloir se souvenir, pas juste avoir des souvenirs dans leur tête, mais vraiment sur papier. L'idée, c'est que le vidéaste, lui, il connaisse tous les moments forts qu'il peut y avoir dans un mariage, que ce soit au début, que ce soit à la fin, que ce soit pendant la cérémonie, etc. etc. Les plans pour mettre en valeur, machin, etc. Et pas juste que ce soit Kevin, le neveu de 15 ans avec l'iPhone qui essaye de faire des trucs. Ils veulent vraiment un professionnel. S'ils payent quelqu'un, c'est vraiment pour avoir un professionnel, capte les moments forts. Et ça, c'est super important. Idem, un SaaS préférera toujours un monteur qui est spécialisé dans le marketing pour la promotion de SaaS. C'est con dit comme ça, mais un SaaS qui a un budget publicitaire, qui cherche à accroître sa visibilité parce que ils veulent tout juste ouvrir ou parce qu'ils veulent s'éparpiller un peu plus sur le marché, etc. Bah pareil, ils vont pas prendre un mec qui fait des highlights Fortnite. Il va pas prendre un mec qui fait des vidéos de mariage. Ça a aucun intérêt. Ils veulent des mecs qui sont spécialisés dans le marketing. Est-ce que pour vous, là, à partir de là, ça fait du sens? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que vous vous dites toujours, non, vas-y, je vais continuer de faire tout, OK, OK. Donc du coup, l'idée derrière ça, c'est maximiser vos recommandations. Le bouche à oreille, il fonctionne beaucoup mieux pour les spécialistes, pour tout ce qui est spécialité. Exemple tout cas, on va rester sur nos deux exemples. Un photographe de mariage ou un wedding planner, c'est les mecs qui organisent les mariages, vont pouvoir recommander un expert dans le mariage, un expert en vidéo de mariage. Un copywriter peut recommander un monteur qui sait retranscrire les émotions pour des campagnes promotionnelles. Il y a plein d'autres exemples comme ça, mais c'est pas juste un client qui va vous recommander. Ça va être toute l'équipe qui est derrière, surtout lorsque vous communiquez entre vous. Pardon. Du coup, on peut avoir plusieurs portfolios en fonction. Oui, totalement. Même si je te conseille d'en avoir qu'un seul, parce que du coup, tu vas juste te disperser pour rien. Tu as assez d'activités pour un revenu confortable dans une niche. Oui, justement, on va voir ça juste après. Tac. Placez-vous en expert même si vous êtes débutant. Exactement. Placez-vous en expert même si vous êtes débutant. Quand vous débutez, vous n'êtes pas expert forcément, mais la pratique va primer sur tout ce qui est connaissance théorique ou autre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est directement de se confronter au marché dès le début. Vous pouvez faire de la merde, c'est pas grave. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez apprendre. Dans tous les cas, vous allez tirer des leçons et vous allez vous améliorer. Donc, juste confrontez-vous au marché le plus tôt possible. Que vous sachiez faire que vous sachiez faire juste des cuts, c'est pas important. Au pire des cas, moi je prends l'exemple de Bart. Bart, à l'heure actuelle, il fait 15K par mois. Il a commencé avec le montage vidéo. Il sait toujours pas monter. Ça veut dire que si je sais faire uniquement du dérush, je dois commencer. Ah oui, oui. Les gars, juste démarcher, trouver, forcément, si vous savez juste faire du dérush, vous n'avez pas de vidéo à montrer comme exemple. À ce moment-là, essayez de vous allier avec un autre monteur et vous lui déléguez le montage. Vous utilisez son portfolio, vous allez chercher des clients, vous lui déléguez le montage et vous prenez une com dessus. Voilà, ah ouais, exactement. Attendre pour trouver des clients, c'est une connerie, mais monumentale. Parce que derrière, vous avez juste zéro expérience, vous avez des vidéos qui traînent et les vidéos elles sont même pas pro. Voilà, c'est des montages tests de mastu de merde. Donc, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as pris 6 mois pour faire ça et que tu vas démarcher des gens pour essayer de leur faire du montage, bah, tu vas te retrouver avec les vidéos que tu aurais pu avoir il y a un mois, enfin, que tu aurais fait en un mois. Là, j'ai un drive souvent que je balance. D'ailleurs, il est dans Annonce actuellement. Il y a un drive où je balance des vidéos qui sont un peu plus potables que des vidéos de test de mastu, où il dit voilà, mettez un pot de fleurs, mettez un avion, je sais pas quoi. Ce sont des vraies vidéos. Là, je pense au podcast par exemple avec Tougan et Alec Henry. Ce sont des vraies vidéos. Vraiment, c'est des cas que vous allez avoir dans la vraie vie. Par exemple, il y a
je crois que c'est Carbone qui me disait ça dans le général. Il me fait ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de vidéo en fait et c'est mal fouillu. Bah c'est normal parce que un client va pas forcément tout bien te trier comme il faut. Il va juste exporter la carte SD, et il va juste drag and drop le fichier principal. Et une caméra, ça enregistre pas que en MP3 ou en point .wav. Donc il peut y avoir des formats différents. Et donc comme ça, tu vas pouvoir t'habituer à ce qui peut se passer dans la vraie vie. Avec 3 cams, exactement. Il y a déjà là, il y a 3 caméras, il y a des micros synchronisés. En plus de ça, je sais plus, je crois que c'est quasiment sur toutes les caméras où tu as 20 minutes de rush et après elles se coupent automatiquement par sécurité. Et donc du coup, tu vas devoir raccoler les plans, tu vas devoir savoir lequel est le bon. Souvent c'est bien numéroté. Mais c'est facilement un enfer. Hein. C'est facilement un enfer. Vous allez tomber sur des projets où c'est vraiment l'enfer. Bah là au moins vous savez faire. Bah, c'est Amixem d'ailleurs qui cherche un monteur qui a envoyé quelques rushs de sa vidéo des 100 bonbons là. C'est une vraie vidéo qui fait beaucoup plus pro qu'un Mastu qui fait voler des avions et qui demande des potlers dans ses mains. Donc est-ce que jusque là c'est bon pour vous là? Ok, parfait. Donc l'idée de se nicher, ça va être de pouvoir augmenter vos revenus. J'ai vu le message tout à l'heure où on parlait de se restreindre un petit peu sur le marché et ça allait faire justement l'inverse. Bah au contraire, les prospects payent beaucoup plus pour un expert perçu comme irremplaçable. Exemple, encore une fois, un monteur coach sportif peut facturer des vidéos adaptées au branding fitness, contrairement à un généraliste qui lui facture peu. Un mec qui fait un peu de tout, il va facturer peu parce qu'il sait pas trop faire. Par contre, un mec qui est expert dans tout ce qui est vidéo de coaching sportif, comment s'adapter à l'avatar client, du client, savoir comprendre quels sont les rythmes à mettre, quels changements de plan, etc. à faire pour mieux vendre des coachings de con du client là, bah lui il va pouvoir vendre beaucoup plus. Au même titre, par exemple, pour rester dans la niche de la muscu, au même titre qu'une femme post-accouchement paiera beaucoup plus cher son coach spécialisé en perte de poids pour femmes en post-accouchement qu'un simple coaching, qu'un simple coach sportif qui lui fait juste perdre du poids. Là, le coach sportif, il a trouvé la douleur. Les femmes après qu'elles aient accouché, putain, elles ont le big ballon, toute la cellulite dégueulasse, machin, c'est pas beau, machin. La femme, elle souffre de ça. Elle vient de prendre son gosse, elle en peut plus. Elle est à bas, elle est 6 pieds sous terre là. Lui, il est là, il lui dit, bah gars, meuf plutôt, je suis spécialisé dans ça, je peux t'aider. Et elle va pouvoir dépenser mais un paquet d'oseille pour perdre tout ça. Et donc c'est pour ça que les spécialités, certes, il aura moins de clients parce qu'il y a moins de femmes banales entre guillemets que de femmes qui sont enceintes, mais il va toucher un plus gros billet sur chaque client. Et donc du coup, retenez que la thune se trouve dans les niches. Exemple tout con, à côté de chez moi, quand j'habitais en France, il y avait une PME qui faisait 15 M de CA par an. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner pourquoi cette PME faisait 15 millions de CA par an? Expert, monopole, ok, monopole, ultra niche, ok, niche plus expertise, ok, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. En fait, justement, ce que faisait cette PME, c'est qu'elle fabriquait des protections pour le transport de carrosserie automobile. Elle aurait pu juste fabriquer des protections, ou elle aurait pu juste fabriquer des protections pour des carrosseries. Elle aurait pu juste fabriquer des protections pour de la carrosserie automobile. Mais là, c'est pour le transport. Combien, à votre avis, d'entreprises fabriquent des protections pour des transports de carrosserie automobile? Et donc, juste, je vais attirer votre attention sur ces graphiques-là. C'est que ce sont des estimations. Hein. Les chiffres, ils sont tirés de mon chapeau, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir. L'entreprise aurait fait simplement des protections, elle aurait eu tout le marché pour elle. Mais concurrents autour seraient présents aussi. C'est-à-dire que le CA, il aurait été peut-être de, allez, 3M, pourquoi pas. Là, on va se nicher sur la protection de carrosserie. Protection de carrosserie, voilà, bon, ça réduit drastiquement le marché. À côté, tu as des protections de coque de téléphone, tu as des protections de menuiserie, tu as des protections de, je sais pas moi, tout ce qu'il y a autour de vous en fait. Protection de prises électroniques, protection de sortie d'usinage, etc., de vitres, voilà. Là, voilà, on se niche sur la carrosserie. Ok, carrosserie, plein d'autres types de carrosserie. Il y a des tracteurs, il y a des motos, il y a plus ou moins d'autres niches en dessous de la carrosserie. Donc là, c'est de l'automobile, partir sur des voitures. Ok, c'est bien, mais du coup, automobile, c'est vague. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on va chercher les transports. Et donc, en fait, ces niveaux vont réduire le marché, comme on voit là. Ça réduit la possibilité de clients, mais derrière, c'est ça qui a permis à l'entreprise de ne pas faire 3M de CA. C'est pas ça qui a permis de faire 7M, 8M ou 9M. C'est ça qui a permis de faire 15M. 15M de chiffre d'affaires parce que c'est quasiment la seule sur son marché. Elle est réputée comme expert et donc derrière, elle va vendre beaucoup plus cher son expertise parce que les protections sont de qualité, parce que ça a été étudié, parce que il y en a pas beaucoup, etc. Voilà. Regardez ce que Buitam a écrit, c'est exactement le parcours de Sully. Sully de base, c'est un monteur. Il est devenu motion designer, publicité, je sais pas, mais il fait des vidéos pour les entreprises, expert dans tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Derrière, ces vidéos, il les vend pas 50 balles. Je sais pas s'il est présent ici, mais c'est un exemple.
Salut Bart. Il y a probablement plus de demandes que d'offres sur le marché aussi. Je suis pas d'accord si on parle du marché en général, parce que le montage vidéo, c'est quand même vraiment, vraiment vague pour le coup. Tu vas toujours avoir besoin, enfin, tu vas toujours avoir des gens, Kevin, qui eux voudront des vidéos à 5 balles. C'est triste, mais ça reste de la demande. Le nombre de les monteurs aussi sont naturellement incompétents. Ils savent pas retranscrire les émotions, ils savent pas réellement ce que veut le client, ils savent pas écouter. Ils ont un relationnel pourri parce que c'est des mecs qui sont en slip sur leur chaise et qui font que ça de leur journée. Donc c'est pour ça que souvent ils basculent de client en client. Donc globalement, non, pour moi, je pense que le marché il est vraiment assez grand si on élimine tous les monteurs désastreux qui sont dispo en France. Et au pire des cas, si le marché pour vous il est trop restreint, ayez un niveau C2 en anglais et barrez-vous au State. Eux, ils ont beaucoup plus de thunes à mettre dans le montage. Mais du coup, voilà, je vous ai montré un peu par rapport à la PMU d'à côté de chez moi, comment est-ce qu'elle faisait des thunes. On va essayer de le retranscrire pour le montage vidéo. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai pu trouver. On va partir du principe qu'on est monteur, spécialisé en vidéo de présentation. Hop, un niveau. Pour les SaaS, deuxième niveau. IA, donc les SaaS qui intègrent de l'IA dans leur application. Troisième niveau, qui veulent lever des fonds. Donc là, quatrième niveau, on parle pas juste de vidéos de présentation qu'ils vont mettre sur leur site web, on va parler de vidéos pour les SaaS qui veulent lever des fonds. Donc là, ça va pas être viens sur mon SaaS, tu vas pouvoir faire ça. Ça va être mon SaaS c'est banger parce qu'il y a ça, le marché il est comme ça, la demande elle est comme ça, et donc mon SaaS il a de l'avenir. Et donc du coup par rapport à ça, vidéo de présentation, on facture ça plus ou moins 300 balles, ça dépend, voilà, j'ai pris une moyenne. Pour les SaaS, on parle du principe que voilà, SaaS, entreprise, ça fait des thunes. Donc du coup, on passe de 300 à 1002, et quand même plutôt bien. Ça réduit encore une fois le marché. Donc on passe de 300 à 1002, c'est cool. IA, on part du principe que l'IA c'est de l'avenir, donc il y a beaucoup plus de thunes à se faire. Donc on passe de 1002 à 1008 et lever des fonds. Alors là, c'est un objectif clair et net, ça veut gagner des thunes. Si tu te fous là-dedans, bah, c'est 3500 balles la vidéo au minimum. SaaS, qu'est-ce que c'est globalement? C'est tout ce qui va être application type HubSpot, Spotify, Netflix. C'est tout ce qui va donner c'est tout ce qui, ouais, tout ce qui va rendre un service au consommateur. Submagic, c'est un SaaS par exemple, exactement. Spotify, c'est un SaaS, tu peux lire de la musique dessus, surtout les concurrents à côté, hein, Deezer, etc., etc. Jusqu'à maintenant, normalement, si tout est bon, vous pouvez vous rendre compte que vouloir tout faire, ça peut juste vous desservir de A à Z. Ça va, si vous apparaissez sur les réseaux avec une envie de tout faire, vous allez juste, comme je l'ai écrit, diluer votre message et vous allez attirer personne. J'avais pris justement l'exemple dans un vocal, je sais plus si c'est un atelier ou un vocal, mais j'avais pris l'exemple. C'est comme quand vous êtes dans la rue, vous criez oh, tout le monde, écoutez-moi. Là, il n'y a personne qui va se retourner. Ou alors sinon, comme ça, puis après, il trace sa route, on s'en bat les couilles. Par contre, si je suis là comme un fou du métro à crier les mecs en chaussettes bleues, là, les mecs en chaussettes bleues, ils vont regarder leurs chaussettes, il veut quoi, ce fils de pute? Et ils vont vraiment se retourner parce que c'est bizarre. Qui t'appelle des gens comme ça? Ils vont être choc-bas, ils vont se retourner, ils vont dire, ils vont vous écouter. C'est grossier, mais c'est pour que vous puissiez visualiser un peu la chose. Donc, jusqu'à maintenant, vraiment, vous avez compris maintenant l'importance de te nicher. La seule question que vous allez me poser, c'est comment du coup. Ok, maintenant, on va essayer d'analyser le marché cible. Donc, en gros, on va comprendre tous les types de marchés. Il faut savoir que dans le montage vidéo, il y a les business physiques à aller chercher et il y a les business en ligne. Business physique, alors là, j'ai deux exemples chacun, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Il y a tout ce qui va être PME local. Ça va être tout ce qui va toucher à l'immobilier, tout ce qui va toucher à la restauration, au commerce, aux usines, à la menuiserie, à tout ce que vous voulez, toutes les PME qui puissent exister, elles ont besoin de cette présence en ligne parce qu'elles vendent. Elles vendent à quelqu'un, elles vendent à... Soit c'est du B2B, donc business to business, donc c'est une entreprise qui va vendre à une entreprise, ou soit c'est du B2C, business to consumer, donc c'est une entreprise qui va vendre à des particuliers, à des consommateurs. Donc leurs besoins courants, ça va être des vidéos corporate, donc ça peut être des vidéos pour du recrutement, ça peut être des vidéos pour de la formation en interne, c'est possible, ça peut être des publicités locales, ça peut être des événements, ça peut être plein de choses. Ensuite pour les business en ligne, là on va partir sur tout ce qui est startup de SaaS, influenceurs, coach sportif, e-learning, donc tout ce qui est formation en ligne, etc., etc. Et donc là les besoins courants, ça va être des tutoriels, ça va être des teasers, ça va être des vidéos pour les réseaux sociaux. Influenceurs, ça va être tout ce qui va être, je sais pas moi, tout ce qui va être vidéo lifestyle, ça peut être des vidéos face caméra, etc., etc., VSL, là on tombe sur un jargon, ads, etc., etc. Infinité de vidéos à faire dans les deux cas. Donc on va identifier plus précisément les besoins spécifiques. Donc par exemple de besoin, une PME va chercher des vidéos de présentation pour leur site web. Un coach sportif va vouloir des reels dynamiques sur Instagram. Un influenceur va vouloir des vidéos engageantes pour TikTok ou YouTube. Ça peut être des tutoriels, challenges, vlogs, etc., comme je le disais. Les formats dominants, souvent, ça va être des capsules de 15 à 60 secondes pour tout ce qui va être format reels, etc. Donc ça s'appelle des snack content ou des vidéos plus longues, 3-5
minutes. Le YouTube en ce moment, ils aiment bien les vidéos très longues pour le coup, qui vont autour des 30, 40, 1 heure. Mais voilà un peu les formats dominants. Snack content, c'est tout ce qui est vidéo courte que tu consommes comme des snacks. Shorts, Reels, TikTok, qui dépassent pas 1 minute généralement. Pour ça, pour connaître les besoins d'une personne, on va se poser des questions, les bonnes questions. Donc, quel secteur recherche activement des vidéos? Qui sont les acteurs qui dépensent déjà pour ce type de contenu? Donc là, on va chercher les porte-monnaies. Et quelle valeur vos vidéos peuvent peuvent leur apporter, ajouter une plus-value. Donc ça, c'est vraiment des questions qui vont pouvoir être déterminantes. Et normalement, c'est avec ce type de questions où vous allez vous dire, ok, les youtubeurs, c'est de la merde. Globalement, c'est ce genre de questions-là. Quels sont les acteurs qui dépensent déjà pour ce type de contenu? Il faut savoir aussi combien ils dépensent. Parce que à ce moment-là, le Kevin de 15 ans qui paye 5 balles son pote parce qu'il lui a fait du montage sur CapCut, ça peut rentrer dedans, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va prendre un exemple. On va partir sur un coach sportif qui a 100 000 abonnés sur Instagram. Donc, son besoin au coach sportif, ça va être de créer des vidéos pertinentes pour vendre ses programmes. Il faut que ça impacte, que ça, voilà, tous les mots, globalement, ça va être tous les mots qu'utilise ChatGPT, hein, tous ces adjectifs, pertinentes, engageantes, etc., etc. L'idée, ça va être de pouvoir optimiser son branding sur TikTok et Instagram. Il en a besoin, il faut qu'on le reconnaisse, sans même qu'on puisse voir sa tête. Il faut qu'on sache que c'est lui. Le Raptor le fait très bien. Douleur, il manque de temps pour monter ses vidéos. Ah ouais, ça prend du temps de coacher des gens, surtout quand on scamme pas et qu'on largue pas un PDF comme ça à 100 000 personnes. Et l'opportunité, du coup, c'est ce que ça peut vous apporter. Vous connaissez ses besoins, vous connaissez ses douleurs, donc vous avez l'opportunité, c'est de pouvoir proposer un montage rapide et optimisé pour répondre à tous ces critères. Donc chaque marché a des besoins spécifiques. Maintenant, il faut comprendre ces attentes et ces attentes pour vous permettre de créer une offre sur mesure à ces personnes-là. En gros, il faut une patte graphique. Pour toi, c'est utile. Pour le client, c'est primordial. Et généralement, c'est le client qui va pouvoir donner, qui donne généralement les éléments de la DA, les codes qu'il utilise lui-même pour asseoir sa direction artistique à ses viewers. Et s'il en a pas, tu peux lui proposer. Pourquoi c'est primordial? Parce que justement, sur ce type d'offre-là, de coaching, etc., généralement, les mecs, ils utilisent des snack content, ils utilisent les réseaux sociaux, donc tout va très vite. Et ils ont absolument besoin qu'une personne, dès lors qu'elle tombe sur la vidéo, sans même qu'il y ait le visage, le mec se dise, ah oui, c'est cette personne-là. C'est à ça qu'on remarque qu'une direction artistique, elle est bien maîtrisée. C'est que dès qu'on arrive sur la vidéo, une demi-seconde, il n'y a pas la tête, on voit déjà qui c'est la personne. Être artiste 3D spécialisé dans les publicités automobiles. Petit inside, je sais pas si Tim est présent, mais il avait balancé comme quoi Peugeot lâchait 600K pour ses pubs. Donc je pense que oui. Pour la Astral. Voilà. 600K, 600 000 euros pour une publicité. Une vidéo de 30 secondes que tu lâches à la télé. Après, je sais pas si dans le budget il y a la publication de la pub ou pas, mais c'est 600K quand même. C'était pas Renault. Renault, Peugeot, une voiture. Est-ce que Renault ne fait pas appel à des boîtes qui emploient eux-mêmes des monteurs? Très certainement qui passent par des agences. Mais tu peux te faire passer pour une agence aussi et déléguer du travail. Tu peux te faire des contacts, etc. Tu peux dire que voilà, t'approches des concessionnaires déjà. T'approches des concessionnaires, tu fais des vidéos pour ces concessionnaires-là. Ça, c'est des concessionnaires de ta ville, etc. Puis plus ça va, plus tu montes en gamme. Tu vas, voilà, je sais pas, prends le concessionnaire de Sainte-Verge. Ensuite, tu vas sur le concessionnaire de Niort, une plus grosse ville. Je crois que ça s'appelle une mégalopole du département. Et plus ça va, plus tu vas monter sur les grosses villes et plus tu vas te faire remarquer en disant, tiens, c'est qui ce mec-là? Ou alors sinon, tu vas voir directement le siège social et tu vas dire, bah tiens, tous tes plus gros concessionnaires, c'est moi qui ai derrière le marketing. Est-ce que ça vous intéresse? Là, tu poses tes coups sur la table et puis tu travailles pour eux. Après, si ça englobe toute la publicité derrière, t'as déjà le mec qui va s'occuper de pondre le script pour savoir quelle émotion faire ressentir, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à travers la publicité. Il y a tout ce qui va être bail de figurants et acteurs, il y a tout ce qui va être location de voiture, je sais pas si ça compte dedans du coup, mais au moins du terrain, tout ce qui va être le matos vidéo, tout ce qui va être la publication sur toutes les régies publicitaires TV, beaucoup de choses à payer quand même dans 600K. Depuis quand il y a des émotions dans les bagnoles récentes? C'est en tout cas ce que veut te faire comprendre la pub. On a justement fait un atelier, il est en rediffusion il me semble. Quand tu fais ce genre de vidéo, même en plus petit, tu délègues pour les caméras, drones, etc. À une petite échelle, si tu as rien, tu peux pas avoir de niche physique sans matos. Tu peux faire de la location de matos. Ça coûte pas forcément bien cher pour une journée. Et d'autant plus que lorsque tu vas faire de la prestation en physique et que tu vas filmer ou autre, même si tu as ton matos, tu vas demander à la personne de payer la location. Comme tu utilises ce matos-là, tu pars du principe que la personne le loue, même si c'est toi qui l'utilises. Alors, point d'interrogation, il faut obligatoirement un portfolio et un bon Instagram pour démarcher des personnes sur les réseaux. C'est mieux, mais tu peux déjà utiliser ton
ton réseau personnel. Je parle de tes potes, je parle de ton grand-père qui connaît absolument tout le monde. Je sais pas pourquoi, lui, mais vraiment, il connaît tout le monde, c'est ouf. Donc, ou avoir ton grand-père, dis-lui, est-ce que tu connais des mecs intéressés par la vidéo? Utilise ton réseau personnel en même temps de build tout ce qui est portfolio Instagram et après, tu vas pouvoir aller sur Instagram. J'ai même niché histoire comme ce qu'a fait Withvin, mais s'il faut éviter les youtubeurs, il faudrait aller vers où? Histoire, oui, histoire, tout ce qui va être entreprise pour du tourisme, par exemple, ça peut être une chose. Histoire, maintenant, qu'est-ce qui enseigne de l'histoire hors youtubeur? Ça peut être des écoles, voilà, par exemple, Ah oui, des facs ouais, c'est ce que je disais, d'histoire, c'est. on sait rien de ce qu'il y a là-dedans, mais ça peut être des écoles aussi. Comme le cas qu'on a vu hier pour puber l'école. Je crois que les écoles privées aussi mettent pas mal de thunes maintenant aussi dans les vidéos, donc ça peut être sympa. Mais ouais, je vais un truc comme ça. Si je sors un peu du sujet, mais tu as un conseil pour faire de bons devis. Le Notion, justement, il y a une partie facturation où en gros tu changes juste le facture, tu mets en devis, ça passe très bien. Tu rajoutes des clauses à la main, puis basta. Ça fait le taf, tu as toutes les infos possibles et imaginables. Un devis en soi, c'est un contrat. Et un contrat, tu as juste besoin de toutes les coordonnées de la personne et de toutes tes coordonnées, nom, prénom, siret, adresse. Tu vas un prix, une date, une signature et c'est valable. Comment vous fonctionnez pour vous faire payer? Virement, généralement. Il y en a qui passent par Stripe, mais ils se font sucer 0,5%. Je sais plus si c'est 0,5 ou si c'est 1,5% de leur CA. Mais souvent, ça passe par des virements faits directement sur les comptes en banque. Tu mets ton IBAN sur ta facture et ça part. Certaines personnes vivent actuellement du business physique local. Je crois que Théo a un gros pied dedans, faut voir. Mais en fait, c'est que c'est pas du tout en vogue, hein. Les gens, ils sont là, ils parlent de montage, ils pensent directement aux créateurs sur Internet, donc c'est pas du tout en vogue. Et pourtant, c'est sur quoi il faut aller, parce que c'est là où il y a des thunes. Démarche des musées, oui, oui, Morgane, bien vu. Des musées. PayPal, c'est safe, je sais pas. À premier abord, j'ai pas confiance, mais ça peut marcher. Créateur de contenu, c'est en vogue. En soi, oui, en soi, c'est en vogue. Maintenant, est-ce qu'ils ont la thune pour dépenser dans du montage? On l'a vu que pas tellement. Comment on fait une facture? À ce moment-là, va dans la formation, sur le site de la formation, dans Astuces, tu as le Notion et tu as directement un modèle de facture sur le Notion. Donc du coup, maintenant, on va étudier la concurrence. Donc pourquoi étudier la concurrence? Ça va permettre de pouvoir identifier des tendances, repérer des codes visuels, des styles dominants qui sont dans votre niche, des monteurs qui sont dans votre niche plutôt, de comprendre les attentes du client. Donc en gros, ça va être ce que globalement vos plus gros concurrents vont mettre en avant comme argument. Et ensuite, ça va être de pouvoir détecter des lacunes. Donc en gros, vous trouvez ce que vos concurrents font mal ou ne font pas du tout. Et en fait, vous le faites. Et du coup, vous allez pouvoir vous dire, il y a un exemple qui va arriver après, mais si le mec il est nul, si les mecs sont généralement nuls dans l'audio dans une certaine niche, et ben vous, paf, vous vous asseyez comme expert de l'audio dans cette niche-là. Donc du coup, où chercher vos concurrents? Généralement, vos concurrents, vous allez chercher sur des plateformes en ligne. Généralement, ils veulent se faire connaître et donc du coup, ils ont des petits LinkedIn, où ils ont des Instagram, où ils ont tout ce qui est Fiverr, Upwork, Malt, ComeUp, tout ce que vous voulez. LinkedIn, c'est orienté B2B, donc business to business. Donc c'est tout ce qui va être corporate, entreprise, etc. Instagram, c'est tout ce qui va être pour avoir soit vraiment un côté branding, parce que la plupart des posts passent par des photos ou par du visuel. Il y a pas d'écriture directement sur Instagram. Donc du coup, c'est plus voilà, de la présentation visuelle et du branding personnel. Et tout ce qui va être Fiverr, Upwork, Malt, ça va être du profil de freelancing avec des offres qui sont très standardisées. Généralement, tout le monde propose la même chose là-dessus. C'est un enfer pas possible. Au tout début du VLX Studio, il y a un monteur qui a testé justement de se foutre sur Fiverr. Et ce qu'il a fait pour trouver ses premiers clients, c'était de faire des ads de son profil Fiverr. Donc il commençait avec 20 balles par mois. Il se présentait en disant voilà, je suis monteur vidéo, je fais ça, ça, ça. Si tu es intéressé, voilà mon profil Fiverr et tu me contactes dessus. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir ses premiers clients. Et ça peut justement avoir ses premiers clients sur Fiverr, c'est compliqué. Et par la suite, Fiverr vous recommande, vous avez des étoiles et du coup vous pouvez continuer par la suite. Auto-entrepreneur pour la société, oui, il y a déjà une vidéo sur la création de micro-entreprises qui est aussi dans Astuces. Ça me fait peur ces déclarations. Globalement, il y a rien de bien compliqué et rien de bien méchant. Tu crées ta société, ça dure 15 minutes et chaque fin de mois, tu prends 30 secondes de ton temps pour déclarer ton chiffre d'affaires. T'as 22% qui vont se faire sucer, mais tranquille. C'est pareil pour le Bon Coin. Alors, c'est pas commun. C'est pas commun. Pourquoi pas? J'ai souvenir d'un fameux prof de maths chinois qui voulait s'implanter sur YouTube, qui n'a pas réussi parce qu'il y avait beaucoup de profs de maths chinois sur YouTube. Il s'est mis sur Pornhub et sa chaîne, elle a juste sauté. Elle a sauté, ça a fait le buzz. Donc, si tu trouves que le Bon Coin, ça peut être un bon truc et que personne y est, franchement, vas-y, vends tes services sur le Bon Coin. C'est pas une vanne, hein. Ce que je dis, c'est pas une vanne. Il y a vraiment un prof de maths qui fait ses vidéos sur Pornhub. Et le pire, c'est que ça fait un nombre de vues
vu, vous pensez même pas. Donc du coup, généralement chez vos clients, chez vos concurrents, pardon, quel élément observer? Ça va être tout ce qui va être style visuel, couleur, typo, transition, machin, éléments graphiques, etc. Est-ce que c'est plus des trucs qui sont très lisses, très carrés, ou est-ce que c'est des trucs un petit peu avec des bords arrondis, très cartoon, très rigolade? Je fais la différence entre par exemple corpo et divertissement. Divertissement, ça va être très cartoon. Corpo, ça va être très droit, très carré. On va voir aussi les discours commerciaux. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant en premier? Donc c'est la rapidité, les tarifs bas, une qualité premium, un accompagnement. Globalement, voilà, le mec il monte pas juste la vidéo, il regarde derrière ce qui se passe. Donc quel discours commercial il y a derrière? Quel argument il fait jouer? L'engagement, comment les clients interagissent-ils avec leur publication? Est-ce que généralement c'est juste des likes? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'il y a directement des recommandations dans la publication? Ça c'est fort, c'est fort. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Et quels sont les points faibles? Est-ce que tous les profils se ressemblent? Absolument tous. Est-ce que le branding, voilà, ça revient même. Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que voilà, ça ressemble vraiment à tout le monde? Est-ce que c'est une présence sporadique? Et est-ce qu'il fait ça tout le temps? Est-ce qu'il fait ça tous les 3 du mois? Est-ce qu'il fait ça Mais voilà, c'est tout ce qu'on va remarquer, tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on va pouvoir voir chez les concurrents sur les réseaux. Donc exemple concret, on va cibler les coachs sportifs. Donc du coup, on va pouvoir voir par exemple la plupart des monteurs mettent en avant leur rapidité, mais peu montrent des vidéos de qualité avec des effets de ouf. Lacune détectée, manque d'attention sur la musique au rythme propre au fitness, rythme très boum boum, voilà, on va vite, etc. Ça bouge, etc. C'est pas assez, machin. Manque de rythme, son design à chier. Et bien à ce moment-là, on peut se positionner comme un expert en contenu fitness pour Instagram qui gère parfaitement la musique. Attention, nouveau niveau ici, nouveau niveau, qui gère la musique. C'est-à-dire que sur notre, rappelez de notre entonnoir tout à l'heure, là on a voilà expert en contenu fitness sur Instagram, hop là, autre niveau qui gère la musique. Et là du coup on va écarter les mecs qui sont satisfaits de leur monteur et on va récupérer tous ceux qui sont pas satisfaits, tous ceux qui se disent ouais mon monteur il a vraiment il aime pas le son ou quoi, vraiment c'est de la merde. Et du coup là vous allez pouvoir récupérer tous les clients qui sont frustrés par rapport aux monteurs qui font des musiques de merde ou qui ont un son design éclaté au sol. Les recommandations dans la publication, bah, globalement ça va être juste un client qui va dire ouais j'ai déjà taffé pour ce mec là, c'est incroyable, un peu moins ChatGPT tu vois, mais de ce style là. Quand tu vois que par exemple, si j'ai un exemple tout con, Sam S Twitch, le monteur de Mastu, il a lancé des ads très récemment. Il a lancé une campagne de publicité et quand tu regardes les commentaires de sa campagne de publicité, t'as des gros youtubeurs qui commentent, type, je crois qu'il y a Le Grand JD dedans, je crois qu'il y a Mastu qui a commenté aussi. Et là-dessus, en fait, pour asseoir ta position, ta street cred, tu peux pas faire mieux en fait. Quand tes clients te recommandent directement dans tes publications, là, t'es juste Gucci. Alors, du coup, là maintenant, on a vu comment étudier la concurrence et là, on va évaluer une opportunité. Donc, pourquoi évaluer vos opportunités? Donc, on va pouvoir repérer les besoins non satisfaits, donc identifier ce que le client recherche, mais que la concurrence n'offre pas, globalement. On va exploiter les lacunes, donc trouver les niches ou des segments mal servis dans votre marché et se positionner en tant qu'expert, encore une fois. Donc, offrez une solution unique à des problèmes spécifiques. C'est la recette. C'est la recette. Vous allez dans une niche, vous voyez que les gens, globalement, ils font mal ça, et bien vous devenez expert de ça dans cette niche, tout simplement. Et donc, du coup, comment détecter ces opportunités? Eh bien, vous allez étudier des clients qui existent dans votre niche et vous allez justement répondre à plusieurs questions. Quels sont leurs besoins récurrents mal couverts? Quel retour laissent-ils sur les services de vos concurrents? Donc là, ça va être un peu voilà, la discussion, soit un appel directement avec ces prospects-là, ou soit vous allez discuter directement avec votre client, votre prospect en appel et vous allez prendre connaissance de tout ça, ou soit justement vous allez voir ce qui se passe dans le serveur, quelles sont les niches dans lesquelles sont les gens, et puis voir comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, etc., etc. Ensuite, du coup, on va pouvoir observer les tendances qui émergent, donc quel niveau, format ou style de vidéo qui gagne en popularité sur YouTube ou sur les Reels, etc. Globalement, on a la trend des Reels en Mozi qui changeaient de couleur, qui bougeaient en diagonale, etc., avec les emojis qui popaient. Voilà, c'est un style de vidéo. On a les vidéos de 40 minutes avec beaucoup moins de montage qui pop sur YouTube aussi. Voilà, donc globalement, ce sont des nouveaux formats, des styles
vidéo. Donc, tenez-vous au courant des actualités, de ce qui se passe. Et quels sont les secteurs en croissance. Globalement, par là, ce que je veux dire, c'est quel secteur augmente donc en croissance chaque année. Globalement, il y a 3 niches, 3 grandes niches qui ne mourront jamais. C'est tout ce qui est lié, 1, à l'argent, 2, à la relation et 3, à la santé. C'est très large encore. Mais quand une personne se trouve dans une de ces niches-là, globalement, si elle gère bien son coup, elle va jamais crever. Tout le monde a besoin de savoir comment être en bonne santé. Tout le monde a besoin de savoir comment se faire des relations, que ce soit amicales ou relations de couple. Et tout le monde a besoin de savoir comment faire de l'argent, globalement. Bouffe aussi, ça peut être lié à la santé. Voilà, quelques questions pour évaluer ces opportunités. Quel client ou niche manque de services spécialisés? Voilà, globalement. Quelle valeur additionnelle pouvez-vous offrir? Donc rapidité, storytelling, optimisation, SEO. C'est tout ce qui va être avantage injuste par rapport à votre concurrence. Et y a-t-il une demande croissante pour certains types de formats ou de styles? Donc par là, j'entends, est-ce que tous les youtubeurs, tous les monteurs peuvent assumer ça ou il en faut d'autres? Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à jour, il faut se mettre à la page, parce qu'un nouveau style peut arriver très vite et très peu de monteurs peuvent prendre connaissance de ce style-là et de l'assimiler. Encore une fois, c'est de l'opportunité. C'est du service en plus. C'est pas forcément sur du montage. Là, j'ai mis SEO, ça peut être très bien SEO, ça peut être très bien tunnel de vente, ça peut être très bien du cas côté. Il y a des sites pour faire des stats de croissance d'un domaine. Google Analytics. Google Analytics, tu tapes le nom que tu veux chercher et tu regardes si au fil du temps le taux de recherche a tendance à augmenter ou à baisser. Tac, parfait. Exemple concret, voilà, les influenceurs sur Instagram dans la mode. Voilà, encore une fois, 1, 2, 3 niveaux minimum. Lacune détectée, eh bien, manque de vidéos esthétiques courtes adaptées aux tendances Instagram. Voilà, souvent, c'est des tenues, ça dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Opportunité pour vous, créer un service clé en main, incluant des transitions fluides et un montage en fonction des tendances actuelles. Ça peut être, par exemple, je sais pas, je sais pas, c'est une gonzesse qui tient une robe. Oh là là, c'est magique, elle fait ça, hop là, la robe elle est sur elle, incroyable, c'est trend. Ça peut être des trucs comme ça. Et avantage compétitif, vous proposez un produit qui fait gagner du temps tout en suivant les codes visuels actuels. Vous lui rendez service en plus de lui faire gagner du temps. Vous les faites sur quoi? Votre portfolio. Il y a plein d'endroits pour les faire. Il y a Bento, Wix, Webflow, Behance, Press. Bento pour commencer, c'est très bien. Tac. Et donc du coup, en conclusion, évaluer vos opportunités vous permet de cibler des besoins spécifiques non satisfaits, adapter vos services pour répondre aux attentes qui émergent et créer une offre qui vous différencie de la plupart de votre concurrence, donc qui attire plus de clients. Est-ce que c'est bon pour vous? Propre. Maintenant, on va évaluer la valeur que vous apportez. Pourquoi faire ça? Tout d'abord, vous allez pouvoir comprendre votre impact sur le client, donc identifier les bénéfices concrets et intangibles que que vos services apportent à votre client. Ça, c'est super important. Ça va pouvoir éliminer tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Ensuite, vous allez pouvoir mieux vendre vos services, parce que quand il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, forcément, on est plus confiant et on vend mieux. Donc, en mettant en avant vos valeurs, vous justifiez vos tarifs et attirez des clients qui apprécient vos compétences. Et ensuite, vous allez pouvoir vous différencier. Du coup, vous allez pouvoir montrer que vous apportez bien plus que vos concurrents. Donc, tout d'abord, il y a quelque chose de très intéressant à prendre en compte, et c'est d'ailleurs pour ça que même si vous savez juste faire des cuts, vous pouvez quand même vendre des prestations de services. Ça va être le principe de tout ce qui est valeur tangible et valeur intangible. Tangible, c'est tout ce qui va être concret. Donc, par exemple, tout ce qui est livrable, comme des vidéos montées prêtes à l'emploi, ou optimisation pour les plateformes, donc ajouter des sous-titres, un rythme adapté à TikTok, YouTube, etc., etc. En bref, des vidéos. Ça, c'est votre valeur tangible. Vous montez des vidéos. Maintenant, la valeur intangible, qu'est-ce que vous apportez au client? C'est tout simplement un gain de temps pour le client. C'est une amélioration de l'image de marque et de sa crédibilité. Et c'est aussi sa sérénité grâce à la prestation qui est déléguée par un expert. Vous êtes perçu comme un expert. Lui, il est serein quand il vous confie des vidéos. Il paye pas une vidéo, il paye un gain de temps, une amélioration de l'image de marque, donc des vidéos beaucoup plus professionnelles et une sérénité parce que il a confiance en vous. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Et la valeur intangible va généralement bien mieux vendre que la valeur tangible. Tu dis à ton client, je te vends une vidéo, c'est assez. Tu dis à ton client, je te vends un gain de temps, je te vends une amélioration de l'image de marque et je te vends une sérénité parce que tu me connais. Là, je lâche le portefeuille. Donc du coup, quelques questions pour évaluer votre valeur. Quel problème majeur résolvez-vous pour vos clients? La base. Comment votre travail impacte-t-il leurs entreprises ou leur audience? Ça, c'est qu'est-ce que vous leur apportez. Quel retour positif avez-vous reçu sur vos prestations? En un message, vous avez des retours. Par exemple,
exemple, tout con, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu penses de notre collaboration? Qu'est-ce que tu penses de la prestation? Qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Etc. etc. Et ensuite, que faites-vous que vos concurrents ne proposent pas? Et là, par exemple, pour ton histoire de Fiverr, j'ai pas de cas en tête parce que perso, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais pas, moi, le backpack sur Fiverr, il met pas qu'il fait du sound design. Tu vas dire, bah, fils de pute, est-ce que tu veux du sound design ou est-ce que tu veux pas de sound design en fait? Le son c'est plus important que la vidéo? Est-ce que tu veux vraiment passer à côté de ça? Et derrière, ah putain, hey, pas ça, je fais chier, je dois me le cotiner encore, casse tes couilles. Derrière, juste, il va pas pouvoir partir. Ou alors, tu deviens indispensable pour lui. Et là, c'est justement l'avantage en juste, autre que le sound design. Tu fais du service, d'autres services à côté. Par exemple, ton client, tu vas lui faire les vidéos et les miniatures. Ou alors, sinon, tu vas lui faire ses pubs et tu vas les publier, ses pubs. Eh oui, le media buying de Bart. Ou sinon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Voilà, il y a plein d'autres services. Tu peux lui faire des sites web et puis lui maintenir le site web tout en lui faisant des vidéos pour son site web. Exemple tout con. Enfin, il y a plein de façons de se rendre indispensable. Un humain une entreprise préférera toujours gérer un humain plutôt que deux. Gérer de l'humain, c'est très compliqué, c'est très casse-couille, c'est très chiant. C'est pour ça que dans les grosses entreprises, il y a des RH. La gestion de l'humain, c'est juste casse-couille. Donc, s'il peut vous garder juste pour pouvoir gérer qu'une seule personne et pas avoir 36 personnes dans les pattes, c'est bénéfique pour lui. Et donc, du coup, voilà, on va partir sur un petit client type, encore une fois, coach sportif sur Instagram. Donc, la valeur tangible, c'est je vends 5 vidéos courtes par mois avec de la musique adaptée et des sous-titres. Et ça augmente son engagement sur ses reels de plus 20% de vues en moyenne. Maintenant, sa valeur intangible, c'est gagner 10 heures par mois grâce à la délégation. Et derrière, il a des images professionnelles renforcées auprès de sa communauté. Il est là, il paraît plus expert qu'il était avant. Et ça, c'est fou, ça. Quand tu vends des programmes, banger. Hein. Image pro égale conversion, bien sûr. Tech. Donc, en bref, en comprenant et en communiquant votre valeur, vous allez pouvoir justifier vos tarifs, vous allez pouvoir attirer des clients prêts à payer pour des résultats concrets et vous pouvez vous construire une réputation solide. Alors là, on va débarquer sur un sujet qui fâche, malheureusement. Ça va être créer son avatar client. Ouais, l'avatar client, ça va être un gros point à chercher. Ça va permettre de vraiment connaître la personne avec qui vous parlez. Voilà, pourquoi créer un avatar client, mieux comprendre vos prospects. Un avatar client permet de connaître leurs besoins, leurs désirs et leurs frustrations, d'adapter votre offre en comprenant du coup ses attentes et améliorer justement votre communication parce que du coup vous allez pouvoir parler leur langue. Jamais vous allez pouvoir parler à des joueurs LOL avec un langage d'ingénieur. Ça sert à rien, ils vont pas vous comprendre. Par contre, si vous leur parlez de top, de bottom, de midline, etc., là ils sont à l'affût. L'idée c'est vraiment de pouvoir parler leur langue. C'est, j'ai envie de dire, presque indispensable d'avoir au moins une phrase qui dit je monte les vidéos de X personnes pour X objectifs sans avec avantage concurrentiel. Maintenant, comment on procède? On analyse le fond du. Alors, c'est pas le client que tu as en face, c'est le client que tu vas chercher à avoir. Je peux vous dire une chose, l'avatar client du Valex Studio, il est en train de se créer et l'avatar client du Valex Studio, je crois que pour l'instant, c'est 15 pages et il va faire 20 pages. Donc, l'avatar client du Valex Studio, c'est 20 pages, police 9, c'est un beau petit bousin. Donc, vous pouvez pas, de votre côté, vous pouvez pas permettre de ne pas le faire. Information sur l'avatar client. Donc, on va chercher plusieurs choses à savoir, pardon. Donc, tout ce qui est données démographiques, prénom, âge, profession, localisation, la langue qu'il parle, objections et besoins, qu'est-ce qu'il recherche à accomplir, quel résultat il attend de nos services, douleur et frustration, quels sont les problèmes récurrents, qu'est-ce qui le bloque dans son activité et au niveau de ses motivations, pourquoi est-ce qu'il lui résout ses problèmes et qu'est-ce qui le pousse à agir. Qu'est-ce qui le pousse à agir, bien évidemment, on parle de la délégation. Qu'est-ce qui le pousse à déléguer. Normalement, c'est les questions phares, en gros, les questions auxquelles il faut répondre absolument si on veut parler d'un avatar client. Après, on va pouvoir discuter. Voilà. Donc ça, c'est le document que j'avais à donner au mec de la masterclass il y a 9 mois, il me semble. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'était de savoir, voilà, qui est cette personne, quelle est sa situation, question argent, quels sont ses désirs profonds, quelles sont ses douleurs, ses peurs, comment définit-il le succès et l'échec, comment se déroule son quotidien, quelles sont ses principales missions. Et on a toute une chier de questions avec tout un récap à la fin, avec en plus de ça, lister tous ses problèmes, donc le nombre de problèmes qu'il avait, avec tous les sous-problèmes pour chaque problème, ensuite comment les résoudre, et ensuite construire une offre par rapport à ça, donc trouver une solution. C'est du travail de zinzin. Mais c'est vraiment un gros travail qui peut prendre facilement une demi-journée, voire une journée de recherche, voire beaucoup plus. Je sais pas si Tim est là, mais Tim, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu bosses sur ton avatar client, s'il te plaît? Et tu m'entends? Ouais, c'est nickel. Yes. Mon avatar, à la base, il faisait 18 pages. J'ai mis quoi? J'ai mis bien 2 jours à le résumer, sachant que c'était moi quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu un petit avantage là-dessus.
Mais là, ça doit faire à nouveau 2 mois que je bosse dessus. Mon avatar maintenant, il fait 45 pages à peu pour un avatar, sachant que je commence à en avoir un deuxième qui est un avatar B2B et ce sera 30 pages à nouveau. Mais ça fait entre 25 et 30 K par mois, les gars. Et des gars qui, en appel de closing, vous disent bah en fait, ce que tu m'as dit, je l'ai jamais entendu ailleurs et je suis trop content de trouver quelqu'un qui pense comme moi. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Alors, je comprends pas, du coup, tu mets 1000 ans à relire ton avatar. En fait, c'est pas question de ça. Après, Tim aussi, il a une spécificité, c'est qu'il vend pas d'une prestation, c'est qu'il vend un accompagnement. Et donc, derrière, il se doit de connaître à 100% ses clients. Mais, en fait, ton avatar, il va te servir pour comment est-ce que tu vas livrer la prestation, quels sont les points sur lesquels tu vas appuyer pour vendre ton offre. Ça va aussi agir sur comment est-ce que tu vas te présenter sur les réseaux, quel avantage tu vas mettre en avant par rapport aux autres, par rapport à ce que recherche l'avatar, etc. Pardon. Vraiment, tout, absolument tout, votre business va tourner autour de votre avatar, de votre cible. Et donc, c'est pour ça qu'il est le plus important. Là, les gars, il y a 1, 2, 3, 4, 5, si on cherche sa nationalité, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 questions. Je vous ai envoyé en haut un peu plus de questions quand même, je vous le renvoie ici. Mais 11 questions, c'est le minimum syndical pour tenter de connaître au minimum son avatar et la personne pour qui on veut bosser. Et quand je parle de réponse, que cherche-t-il à accomplir? L'argent? Je veux pas voir ça. Hein. Je veux pas voir ça. Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? C'est beaucoup plus profond. C'est, je sais pas, un empire. Il veut accomplir un empire. Il veut acheter un château. Il veut faire vivre sa famille dans ce château-là, etc. Comme la boiserie. Quel résultat est-ce qu'il attend du service? Il attend quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Il attend des résultats. Il attend une augmentation des vues. Il attend un taux de conversion. Il attend du professionnalisme. Il attend tout ce que vous voulez. Quels sont les problèmes récurrents? Ça peut être une liste de problèmes récurrents qu'il a avec les prestataires actuellement. Qu'est-ce qui le bloque dans son activité? Tous ces problèmes, lister tous ces problèmes, etc. etc. Alors, les emails que j'ai reçus de la part de Valek pour passer à l'achat de la formation, c'est le résultat de l'avatar client. Exactement. Tout ce qui est écrit, qui sort du Valek Studio sur tous les réseaux, c'est destiné à l'avatar client. J'ai l'impression que pour créer un avatar pertinent, il faut d'abord bosser avec des gens à droite à gauche. Perso, mon avatar est de plus en plus précis au fur et à mesure de mon business, que mon business croît. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Il va s'affiner au fur et à mesure. Maintenant, on peut pas se dire que dès le début, on va faire tout et rien. Tu fais tout et rien, bah en fait, tu vas pas vraiment faire grand-chose au final. Comme on l'a vu au tout début, si tu te niches pas, si tu te mets pas en tant qu'expert, bah juste, ce sera, je peux pas dire impossible. Hein. Je peux pas dire impossible. Il y a forcément une part de chance dans tous les cas. Donc tu peux avoir de la chance, mais ce sera très compliqué pour trouver tes premiers clients. Par contre, du coup, vu que c'est général, forcément, il doit y avoir des différences entre les différents prospects. Comment faire ça dans ces cas-là? Alors, ton prospect, il sera jamais vraiment à l'identique de ton avatar client, même le plus poussé qu'il soit. Donc là, après, c'est de l'adaptation, c'est le pouvoir de la phase de découverte en négociation, mais au moins, ça permet d'induire ce type de personnes-là vers ce que tu recherches. Mais non, ils seront jamais comme tu le cherches à 100%. Hein. Donc, comment est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu fais une bonne phase de découverte qui va permettre de pouvoir connaître ton prospect en face de toi et pouvoir répondre à ses objections à lui. Comment ChatGPT, il te fait ta fiche avatar client? Tu peux lui dire vaguement ce que tu recherches, le service que tu donnes. Attention, un prompt ChatGPT, c'est pas 3 lignes. Hein. Tu lui dis, voilà, globalement, qu'est-ce que tu recherches, par quoi tu es intéressé, quels sont tes hobbies. Ensuite, quel service tu proposes, du montage vidéo, tu sais faire ça, etc. Ensuite, tu lui envoies la chier de questions. Hein. Tu peux lui envoyer ça directement. Du coup, tu ne peux pas lui envoyer 11 questions, ce serait débile. Et là, tu vas pouvoir avoir une orientation que tu vas devoir travailler derrière pour avoir un truc vraiment pertinent. Tac, donc du coup, voilà. Je vous ai parlé de travail. Petit exemple d'avatar client. On va prendre Dick. J'aime bien ce prénom. Dick a 32 ans. C'est un ricain. Il est coach sportif. Son objectif, c'est augmenter ses ventes de programmes en live, de programmes en ligne, pardon, et de renforcer son image de marque avec des vidéos professionnelles. Douleur, il manque de temps pour monter ses vidéos. Ça, c'est une douleur que vous allez souvent rencontrer. Il manque de temps. Difficulté à capter l'attention sur les réseaux sociaux. Il sait pas faire, il est con. C'est un ricain. Il y a des ricains pas cons, mais c'est voilà. Motivation. Là, il veut péter son chiffre d'affaires et il veut déléguer toutes ses tâches techniques pour se concentrer sur son cœur de métier, qui est le coaching en ligne ou en physique d'ailleurs. Il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà un petit exemple d'avatar client. En appel, vous pourrez directement savoir que ce type de personne, il manque de temps parce que il est là, il veut coacher des gens, mais il a pas le temps parce qu'il doit monter des vidéos, donc ça le saoule. Difficile à capter l'attention parce que
il a 32 ans, c'est un peu un boomer maintenant, c'est compliqué. Il faut que ça reste cohérent. Et d'ailleurs aussi également, je ne l'ai pas rajouté, mais on peut très bien le faire, il faut chercher aussi ses revenus. Combien de revenus il a Dick, lui, il va vendre des programmes à des petits PDF à 100 euros, à 100 dollars, voilà, petits PDF à 100 dollars, et des coachings personnalisés à, allez, 1000 balles par mois. Dick, il a 30 clients pour ses PDF par mois en moyenne, et il a 5 clients à coacher, par exemple. Et du coup, ça vous fait une idée de son chiffre d'affaires. Et du coup, par là, vous pouvez voir, le plus important, si il est solvable ou non. Parce qu'un client qui gagne 2000 balles par mois, pour lui soutirer 1000 balles, ne serait-ce que 1000 balles. Sur le marché, 1000 balles, c'est 2 vidéos YouTube. Vidéo YouTube, 10 minutes, face caméra, avec à peu près, type Yummy Bretzel. 10 minutes de Yummy Bretzel. C'est 2 vidéos Yummy Bretzel, les gars. Ça risque d'être compliqué. Moi, perso, je pourrais pas lâcher 50% de mes revenus. Ça risque d'être très compliqué. C'est pas le même marché. On est chez les Ricains. Ils ont beaucoup plus de thunes. Encore une fois, passez votre. Et ayez un niveau C2 là, en anglais, et allez chez les Ricains. Je DM Dick. Parfait. Comment tu vas chez les Ricains après ton niveau C2? Bah, tu leur envoies un message. Ton anglais, il est parfait. T'as les codes, de cette niche-là. Tu envoies un message et puis tu démarches comme si tu démarchais un français. Tac. C1, ça se tente? Oui, oui. Oui, non, mais je dis C2 pour la perfection. C1. Mais moi, avec mon niveau, j'ai déjà GPT, je reste que sur du chat. Ça y est, ça fait le taf. Hein. Ah ouais, C2, c'est. Oui, c'est pour ça. Je dis ça, mais c'est façon de parler, les gars. Ouais, même B2. Mais après, voilà, c'est comment vous êtes à l'aise avec la langue, etc. Donc, c'est vous qui voyez. Au pire, vous prenez des tartes, c'est pas grave. Parce qu'au final, les Anglois ne parlent pas avec les Français. Donc, au pire, ça touchera même pas votre marché initial. Donc, tranquille. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais donc, voilà un exemple d'avatar que vous pouvez. Alors, s'il vous plaît, l'utilisez pas. Faites l'effort de faire le vôtre. C'est ce que j'ai vraiment besoin de donner de raison. On est 108 ici. Si tout le monde a le même avatar, ça y est, ça casse la tête. Vous marchez dessus, les gars. Donc, faites votre propre avatar. Tac. Donc, du coup, là, on va jouer un petit jeu. On va rester 2 petites minutes sur cette diapo-là. Complétez ces petites phrases pour votre avatar client. Donc, je monte vidéo de type de client pour un objectif. Ou alors, j'aide type de client à ce résultat. Allez, un truc qui vous passe par la tête. Autre coach sportif. Je vous préviens, je vais pas avoir de coach sportif. J'ai fait exprès d'utiliser qu'un seul exemple dans la diapo pour que vous puissiez avoir tous les autres. Coach en nutrition. J'aide les infopreneurs à augmenter leur lead. Ok, trop bien. Je monte des vidéos de finance pour augmenter leur visibilité. Ok. J'aide les entrepreneurs à générer 1500 euros grâce à la création de contenu en 30 jours. Juan, j'aime bien ça. Des vidéos de présentation d'église. Alors, chez qui peux-tu aller pour ça? Agence de tourisme, tout ce qui est cathédrale, etc. Patrimoine culturel ou autre, ça peut être faisable. Il y a une niche pour tout. Hein. J'aide les sportifs extrêmes à reprendre leur pratique et gagner en visibilité. Ok. J'aide les sportifs extrêmes à reprendre leur pratique. Parce que le montage, il leur prend tellement de temps qu'ils font plus de sport. Pas sûr qu'un gros sportif mette en péril justement sa passion au profit du montage vidéo. Parce que justement, tous les go muscu qui planifient leur journée autour de leurs entraînements, ça m'étonnerait. Mais ok, c'est un truc. Il y a un petit filon. Je monte les vidéos de chercheurs pour donner envie aux gens de lire leurs papiers scientifiques et choper des financements. Ok. Bien niché ça, j'aime bien. Je monte les vidéos de rétro gaming parce que ces boomers ont tous 50 ans. Est-ce qu'ils ont la thune, les boomers? J'ai les entreprises de biotech, neurosciences et maladies neurodégénératives et IA startup à attirer des investisseurs via vidéo de présentation 2D vulgarisant leurs recherches en moins d'une minute. Ça, les gars, on va le retransférer tout en dessous, tout le monde puisse le voir. Atelier, voilà. Ça, c'est pépite. J'aime beaucoup ça. Je monte les vidéos des influenceurs mode pour pour augmenter leur visibilité. Ok. J'aide les hommes impuissants à faire augmenter leur train de merde. Je monte les vidéos de boulangerie. Ok. Ça, je pense que ça mérite une petite analyse quand même. Est-ce que les boulangeries ont réellement besoin d'augmenter leur popularité, étant donné que souvent elles sont au milieu d'un patelin, elles ont toute la fame déjà. Ou alors elles sont en concurrence avec la boulangerie de la voisine qui elle est ouverte le mardi et pas eux. C'est pas, peut-être. Je monte les vidéos de coach en ligne dans le domaine de la nutrition santé pour qu'il puisse montrer ses connaissances en physiologie et ainsi augmenter sa crédibilité. Ok, pas mal. Je monte les vidéos de type horreur analogue pour des créateurs de contenu pour donner des histoires mystérieuses et horrifiques. Ok. Je crois qu'on a vraiment des bons petits filons là, c'est très cool. Ok. Et du coup, à partir de maintenant, les 3 prochaines questions. Qui est votre client idéal? Quels sont ses plus grands problèmes? Et pourquoi est-ce qu'il choisirait vos services plutôt que ceux d'un concurrent? Qui est cette personne-là? Est-ce que c'est un coach sportif? Est-ce que c'est un YouTuber? Est-ce que c'est un SaaS? Est-ce que c'est une entreprise?
entreprise, une PME qui vend X ou Y chose, etc. Client idéal, un mec qui parle de guitare sur YouTube. Ok. Grand problème, veut passer moins de temps sur le montage, plus de temps à produire. Je connais le domaine et techniquement, je serai le meilleur monteur sur le marché. Parfait. C'est vrai que si tu as si t'as des connaissances dans la musique, plutôt un bon avantage dans juste. Artisan dans le bâtiment, ouais, il y a une vraie niche là-dedans. Entreprise qui vend des compléments alimentaires dans le domaine de la santé. La problème, communication éclatée au sol. Pas d'originalité, difficulté à recruter un monteur qui connaît la réglementation dans la communication et DCA. J'ai été ingénieur en compléments alimentaires, je propose une offre clé en main et innovante avec modélisation 3D. Ça, c'est pas mal ça. Trouver une niche dans une de tes passions, c'est bon plan parce que justement, tu vas savoir de quoi tu parles. Et tu auras sûrement des atomes crochus avec ton prospect. La phase de connexion elle pourrait se faire beaucoup plus facilement et voilà, vous avez quelque chose en commun ou une passion en commun, tu vois. Peut-il être intéressant de devenir monteur pour une chaîne que l'on suit déjà et que l'on apprécie ou le fait qu'il y ait déjà un monteur est bloquant? Alors, pas totalement, pas tellement. Alors, est-ce que je conseille d'être monteur des chaînes qu'on apprécie? Oui ou non? Ça peut peut-être te dégoûter quand tu vois l'envers du décor de la chaîne que tu suivais de base, mais ça peut être une bonne source de motivation. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait déjà un monteur, c'est bloquant ou non? Ça, t'en sais rien. Ça se trouve, le monteur, ils ont une mauvaise relation entre eux et le monteur. Ça se trouve, ils sont à deux doigts de le virer parce qu'il fait de la merde, parce qu'il y a trop de retours, parce qu'il y a trop de retard ou autre. Ça, c'est un paramètre que tu peux pas savoir. Et pour le savoir, tu peux juste envoyer un message. Mon client idéal est une agence qui aide les créateurs de contenu à scale sur Instagram. Ok, c'est large, le créateur de contenu, mais ok. Ses plus grands problèmes sont un montage non tendance, cherche à faire plus de vidéos. Ok, donc cherche à faire plus de vidéos, donc mets la qualité au péril de faire plus de vidéos en gros. Je promets de m'adapter à toutes les tendances sur Instagram pour que leur compte reste viral et ainsi prouve leur valeur en tant qu'agence et de content creator. Mon client idéal est le responsable communication ou bien même le directeur d'une biotech, un neuroscientifique ou même une start-up pour que son comprenne mieux appartenir à la même génération de préférence. Ce sera mon premier contact. Ok, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis capable de décortiquer des domaines complexes en les rendant plus simples via mes compétences en motion design et ma capacité à me mettre à la place des non-initiés. Souffrant moi-même d'acouphènes, je suis à même de comprendre les patients, mais aussi les investisseurs. Je partage la douleur de leurs clients et donc je suis capable moi-même de m'adresser à eux. Ça, c'est un très bon point, ça, en tant qu'intermédiaire. Ouais, ça, c'est un très très bon point. Donc, du coup, en conclusion, créer un avatar client clair vous permet de focaliser vos efforts sur un public précis, de proposer des services parfaitement adaptés et optimiser vos messages de vente pour pas être directement à leurs besoins. Toutes les présences en ligne que vous allez faire, toute la présence en ligne que vous allez faire, tous les messages que vous allez apporter, etc., vont s'adresser directement à votre avatar client. Ça va être, l'exemple que je prenais avant, c'est votre pote imaginaire et vous allez parler à lui plutôt que parler directement à un groupe. Globalement, comme je disais au tout début, tout votre business entier va se dérouler autour de votre avatar client. Mais retenez avatar client de Tim, 40 pages, 40 pages d'avatar client. À mon avis, Tim, il sait exactement ce que son prospect va lui dire s'il lâche telle ou telle phrase. Et derrière, il va savoir déjà comment rebondir. Oula. Et il saura comment rebondir derrière chaque phrase qu'il va dire, que son client va répondre, qu'il aura déjà connu au préalable. Enfin bref. Et idem, justement, pour le VLX Studio, hein. L'avatar du client du VLX Studio, quand ce sera transmis à toute l'équipe, que ce soit sur la communication, que ce soit sur les closers, que ce soit sur absolument tout, on va connaître les gens de A à Z avant même qu'on les contacte. Et du coup, on saura directement quelles objections, qu'est-ce qui va pas, de quoi il a peur, de quoi il a besoin, quelles sont ses craintes, est-ce que son entourage le pousse à investir ou pas, etc. Et ça, c'est important. Là, on va parler du fait de packager vos services. Donc, pourquoi faire ça? Tout simplement, juste pour simplifier la décision du client. Donc, ça permet de faire des offres claires qui aident les prospects à comprendre rapidement ce qu'ils obtiennent. Je repense directement à l'atelier d'hier où on avait fait quelques simulations de négociation. Je sais plus, je crois que c'était avec toi, Rohan, où j'avais quelques problèmes. Je comprenais pas du tout ton offre. Tu m'avais lâché, ouais, ce sera 1500 balles pour ça. Et au final, j'ai pas capté ce que tu me disais. Qu'est-ce qu'il y avait dans ça? Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir packager vos services, savoir rapidement et de façon vraiment simplifiée ce qui va être apporté. Ça va valoriser aussi votre expertise. Vous allez présenter vos services de manière professionnelle et organisée, ça c'est le plus important, et augmenter la perception de valeur. Un package bien conçu met en avant les bénéfices pour le client, pas seulement les livrables. Encore une fois, la valeur tangible, valeur intangible. Je te vends une vidéo, je te vends un gain de temps, je te vends une vidéo, je te vends une expertise, etc. Donc, comment structurer un package? On va rester... Non, c'est juste après ça. On a un exemple sur les coachs sportifs encore.
Mais voilà, petit nom attractif, par exemple, si vous voulez le mettre sur votre site, pack Instagram coach pour les coachs Insta, pack vidéo corpo, pack lancement YouTube, etc. etc. Là, vous allez faire le détail du contenu. Par exemple, vous allez lister précisément ce que va obtenir le client, donc nombre de vidéos, la durée, sous combien de temps, combien de retouches. Généralement, je conseille illimité pour les retouches, etc., etc. Pour bien voir, pour que le client puisse bien voir ce qu'il va acheter et quoi correspond à quoi. Révision incluse, voilà. Optimisation pour les plateformes spécifiques. Donc, vous pouvez lui foutre des vidéos pour Instagram et pour TikTok et YouTube Short. Je vois par exemple la différence, c'est que YouTube Short, la vidéo, faut qu'elle fasse moins d'une minute. TikTok, pour qu'elle soit monétisée, faut qu'elle fasse plus d'une minute. Et suivant les différentes plateformes, le rognage peut être plus ou moins différent. Ça sera à voir directement sur l'aspect technique avec ces plateformes-là. Ensuite, un prix clair et compétitif. Voilà, ça je vous la fais pas, c'est juste la base. Fixer un tarif adapté à votre niche et aux bénéfices perçus. Ça c'est super important. Bénéfices perçus. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais vous allez vendre un short pour un influenceur Instagram à la Hormozy, comme on voit partout, 500 balles parce que votre tarif horaire c'est 25 euros de l'heure et que vous avez passé je ne sais pas combien de temps à faire la vidéo. Le mec, déjà, il va pas vous payer. Et en plus de ça, juste c'est pas fou. Bénéfice perçu, c'est vraiment ce que va obtenir le client, qu'est-ce que ça va lui rapporter chez lui. Donc, un short, c'est de la visibilité. Sur le marché, ça vaut tant. Donc, ce sera ça. Proposer éventuellement plusieurs niveaux, donc basique, intermédiaire, premium. La technique d'Apple, on la connaît tous, hein, je vous la fais pas. C'est de mémoire, je crois que c'est le plus gros prix. Admettons 2000 balles. 2000 balles pour 20 vidéos. Ensuite, vous allez proposer, je crois que c'est le plus petit, donc admettons 800 balles pour 5 vidéos. Et ensuite, le prix moyen. Et puis ensuite, le mec, il va se rendre compte qu'en fait, il est plus gagnant s'il prend la première offre qui est la plus chère, globalement. Et ensuite, les avantages, donc expliquer ce que le client y gagne. Et là, du coup, ça va être tout ce qui va être valeur intangible, donc du temps, l'engagement, une augmentation des ventes, ça c'est plus tangible du coup, et du professionnalisme intangible, où là, vous allez pouvoir marcher sur tout ce qui va être argument de vente. Exemple de package pour un coach sportif, on va appeler notre nom le CPAC. Le CPAC, c'est quoi? C'est 6 vidéos 30 secondes adaptées à Instagram, une musique dynamique et des petits trends inclus, optimisation pour augmenter l'engagement. Donc là, ça va être tout ce qui va être hook, interaction, CTA, etc. Et révision illimitée, voilà, petit bonus compétitif, même si entre nous tout le monde l'a, au prix de 600 euros par mois. Avantage, gagner du temps et booster son image de marque et attirer plus de clients avec un contenu professionnel. Comment tu vends un pack comme ça à un mec qui cherche juste un monteur? Bonne question. L'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'il cherche un monteur. Derrière, il va justement te dévoiler ce qu'il dérange de son côté. Tu vas pouvoir aussi lui parler de ses anciennes expériences avec ses anciens monteurs. Tu vas pouvoir voir ce que ses anciens monteurs faisaient mal et tu vas pouvoir t'adapter à ça. Et justement, répondre aux besoins du bah tiens, tes anciens monteurs ils faisaient ça, bah moi je te propose l'inverse, qui est justement ce que tu recherches. Par là, du coup, position d'expert, position de mec qui va faire de vrais trucs. Et derrière, petit à petit, tu peux lui proposer des offres. Tu me demandes de faire du montage pour tant de vidéos. Ok, bah du coup, tu vas faire une facture au prorata. Hein. Si de base tu factures ta vidéo 100 euros et qu'il te demande non pas 6 vidéos, mais 7 ou 8, bah, tu vas faire 800 euros le tout. Et puis ensuite, tu peux lui faire d'autres offres, d'autres packages, où là tu vas pouvoir inclure des trucs en plus, comme des miniatures ou le fait de poster, par exemple. Ça viendra par la suite. Ok. Je demandais, Farfallan, quel type de Reels tu vendrais 100 euros. En fait, tout va dépendre du client, tout va dépendre du portefeuille, de la niche, encore une fois. Hein, c'est très complexe de penser à un prix sans avoir d'autres paramètres derrière. Exemple tout con, par exemple, au grand hasard, un parti politique qui te demande des vidéos, tu vas pas leur vendre 300 balles la vidéo, hein, même de 30 secondes. Donc c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. 50K, faut être bon pour vendre 50K une vidéo de 30 secondes à un parti politique, mais ça chiffre pas mal, ça chiffre pas mal. Ouais, après les followers, ça veut rien dire par rapport au portefeuille, hein, ça veut rien dire. Mais voilà, globalement, pour dire, tout dépend de absolument tout. C'est ça qui est un peu casse-couille dans la prestation de service, mais globalement, demandez des avis sur le Discord et on pourra facilement vous répondre suivant ce que vous cherchez. Ok. Voilà, je serais sur du 75-100 euros par exemple, mais format short pour le coup, pas avec les bords noirs. Tac, voilà, on va passer à la suite. Donc du coup, petit conseil pour packager vos services, adaptez votre package à votre niche. Encore une fois, parlez le même langage. Si vous ciblez des coachs sportifs, mettez en avant des vidéos dynamiques et courtes, forcément. Si vous travaillez avec une PME, proposez des vidéos corporate plus longues. C'est de l'adaptation. Et encore une fois, on parle au même langage que son prospect. Proposez plusieurs niveaux, donc pack basique, essentiel, entrée de gamme, pack avancé, service supplémentaire ou plus personnalisé, et pack premium, solution complète avec options exclusives. Ça peut être, voilà, suivre les stats de la vidéo pour voir quel point d'amélioration
améliorations à faire sur la prochaine, ça peut être tout un tas de choses. Donc, conclusion, packager vos services vous permet de structurer votre offre pour qu'elle soit compréhensible, montrer votre expertise de manière professionnelle et attirer les clients en mettant en avant les bénéfices clairs. Maintenant, on va voir comment mettre en avant votre expertise. Tout ça dans le but de renforcer votre crédibilité. Donc, les clients veulent travailler avec un expert qui maîtrise leur domaine. On l'a vu dès le début, ça. Différencier vos services, montrer ce qui vous rend unique par rapport à la concurrence et créer une confiance immédiate. Ça, la confiance a beaucoup joué lorsque vous allez devoir faire engager une prestation et pouvoir ensuite partir sur du long terme. C'est la confiance qui va arriver directement, mais c'est la première impression. Donc ça va directement en fait jouer sur si le mec il vous fait confiance ou pas globalement dès la première prestation pour ensuite arriver sur du long terme. Donc une expertise bien présentée rassure votre prospect et facilite leur décision. Comment valoriser votre expertise? Ça va être un portfolio solide. Là-dessus, il va falloir inclure des exemples de vidéos pertinentes pour votre niche. Là, encore une fois, tous les adjectifs à la ChatGPT, ils sont bons à prendre. Donc, pertinentes pour votre niche. Si vous êtes là à chercher des clients pour... Voilà, votre client cible, c'est la PME du coin qui va vendre des charpentes, envoyez-leur pas des vidéos de pêche à la drague. Faut pas être con. C'est même juste la base. Il y en a beaucoup trop ici. On est 102 dans l'atelier. Je suis sûr et certain, je fais 3 scrolls et je clique sur 3 personnes au hasard. Leur portfolio, c'est plein de vidéos avec différentes niches qui sont mélangées. Il va y avoir du mastu, ensuite il va y avoir du gaming, ensuite il va y avoir, je sais pas, un vlog sur la muscu, etc., etc. Arrêtez ça. Donc, trouvez une niche, trouvez des vidéos pertinentes à leur montrer, adjectif à la ChatGPT, trouvez-leur une vidéo pertinente à leur montrer, ou alors créez même cette vidéo, et ensuite, vous pourrez vraiment pouvoir montrer vos vidéos, et là, on pourra vous dire oui à coup sûr. Tu peux drop la page. Je vais drop directement le lien, enfin le PDF à la fin. Il n'y a aucun souci. Mais tiens, si jamais, hop, plusieurs portfolios pour différents clients. Oui et non. Le problème du syndrome de l'objet brillant, quand tu vas voir que plusieurs niches payent beaucoup et que du coup, tu vas vouloir te mettre sur plusieurs niches à la fois, ça va juste t'enlever le focus que tu as sur une seule niche. Et donc derrière, tu vas juste t'éparpiller et au lieu de devenir expert, parce qu'au début tu ne l'es pas, mais peut le devenir, au lieu de devenir expert, tu vas juste t'éparpiller sur différentes niches différentes avec plusieurs portfolios et perdre du temps finalement. Tac, donc construisez un portfolio solide, montrez des avant-après pour illustrer votre impact, ChatGPT encore une fois, votre impact sur les vidéos, ajoutez des résultats mesurables, donc ça peut être tout ce qui est augmentation de vues, gain de temps pour le client, prise d'abonnés, taux de conversion, etc., etc. Partagez des témoignages et des études de cas. Donc là, vous allez voir votre client, vous lui dites ouais, t'as pensé de quoi de la vidéo? Il va vous répondre lourd frérot, puis vous mettez le lourd frérot sur votre portfolio. Exemple tout le monde, grâce à la vidéo de Sully, mon engagement Instagram a augmenté de 30%. Tout con. Expliquez votre processus de travail. Donc là, présentez les étapes de votre collaboration. Donc brief, montage, révision, etc. Montrez que vous avez une méthodologie claire, professionnelle. Donc du coup, exemple de preuve de votre expertise. Résultat concret, mes vidéos ont permis à tel client d'atteindre 10 000 vues en une semaine. Généralement, cet avis-là, on met un comparatif. Avant, tu sais, comme les petites UGC, là. Avant, mes vidéos, elles atteignaient 5 000 vues quand je les publiais. Maintenant, grâce aux vidéos de Benjamin, eh bien, elles atteignent 10 000 vues. J'ai fait un plus 100% sur mon taux d'ouverture. Incroyable. Témoignage, excellent travail, rapide et professionnel. Mes vidéos ont un rendu parfait. Témoignage aussi pour quelque chose d'un peu moins fake, pour tout ce qui va être influenceur. Je sais que c'est beaucoup plus sur la proximité. Ça peut être des screens, par exemple, de votre conversation WhatsApp où vous rendez la vidéo et que lui vous dit directement super la vidéo, parfait, merci, et des trucs comme ça. Ça passe très bien aussi. Là, ça fait un peu corpo pour le coup. Certification ou formation. Là, franchement, c'est plutôt facultatif. Mentionnez vos formations si c'est corpo. Sinon, faites-le pas, ça sert à rien. Les vidéos parlent d'elles-mêmes généralement. Ou logiciel maîtrisé. Là, par contre, il y a débat parce que plusieurs créateurs vont demander, on ne sait pas pourquoi, à ce que les mecs soient exclusivement sur Premiere Pro par exemple, à ce que les mecs sachent utiliser After Effects, à ce que les mecs soient exclusivement sur DaVinci. Donc là, le fait d'afficher les logiciels permet directement de dire au gars, tiens, moi je sais faire ça, j'utilise ça, maintenant, voilà. Donc ensuite, niche maîtrisée, je me spécialise dans les vidéos pour les coachs sportifs en ligne. Donc du coup, mes vidéos ont permis à tel client d'atteindre 10 millions en une semaine. Excellent travail, rapide et professionnel, mes vidéos ont un rendu parfait. Mentionner une formation ou des logiciels maîtrisés, ou je me spécialise dans des vidéos pour coachs sportifs en ligne. Donc on ajoute sa niche, on ajoute ce qu'on maîtrise, sur quoi on est expert, et ça part sur votre portfolio. Exemple, par exemple, vous pouvez mettre des avant-après pour des
des reels de coach sportif. Avant, voilà, vous avez un petit encadré. Ceux qui ont des avant-après sur votre Insta, n'hésitez pas à poster la vidéo pour que les gens puissent le voir. Mais du coup, ça peut être un avant brut avec une vidéo un peu abusée, moitié désaturée. Vous enlevez un peu la saturation pour faire genre c'est un format log. Donc pour ceux qui savent pas, voilà, log c'est un format de fichier qui paraît très très brut, très gris avant le montage. Et en fait, on ajoute une lutte avec la colorimétrie, etc. pour ajouter une bonne colo et un bon visuel, comme on peut voir partout. Et ensuite, une vidéo masterclass avec de la musique, des sous-titres, des transitions, des effets, des ci, des ça. Et le contraste entre les deux vont faire que, ah ouais, il a passé de ça à ça, c'est stylé, je veux pareil. Ensuite, ça peut être des petits témoignages, comme je le disais, des screens de conversation, depuis que je travaille avec votre nom, mes vidéos sont devenues un pilier de ma communication sur Instagram, ça peut être sympa. Et un impact mesurable, voilà, on voit souvent sur les sites, il y a des petits chiffres qui apparaissent, plus 20% de ventes de programmes grâce à des vidéos plus engageantes, plus X% d'abonnés depuis notre collaboration, etc., etc. Des petits chiffres, c'est plutôt pas mal. Donc, construisez votre portfolio, sélectionnez vos meilleurs projets. Attention, surtout des projets en lien avec votre niche par pitié. Encore une fois, si vous voulez démarcher des PME qui vendent de la menuiserie, montrez-leur pas des vidéos de vous qui faites de la pêche à la drague le dimanche avec papy, s'il vous plaît. Créez une présence claire pour chaque projet. Donc, objectif du client, résultat final, impact obtenu. Ça, c'est un peu ce qu'on voit, par exemple, chez les projets portfolio, enfin plutôt les portfolios des développeurs. Souvent, les développeurs, ils vont afficher un site sur leur portfolio et quand tu cliques sur la fameuse image prévue du site, eh bien, tu vas tomber sur tout le projet où du coup, tu vas expliquer les débuts, comment tu as fait ça, quelle technologie, etc., etc., puis la fin. Ça peut être bien de le faire pour le montage vidéo. Une grosse vidéo, eh bien, vous expliquez les tenants, les aboutissants de pourquoi on vous a contacté, quel est le but de la vidéo, quelle cible, etc., etc. Et ça peut faire un plus. Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, je l'ai vu nulle part sur du montage vidéo. Donc, ça peut être utile de le faire. Et encore une fois, on va pas la refaire, mais ajouter des témoignages, contacter des anciens clients pour avoir leur retour sur la collaboration. Donc, petit conseil, soyez visuel. Utilisez des vidéos ou des captures d'écran pour illustrer vos compétences. Comme ce que je disais, avec des screenshots. Soyez spécifique, évitez les généralités, parlez de résultats concrets et mesurables. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à prendre en compte. Sur votre portfolio, il faut que ce qu'il y ait écrit dessus ne puisse pas être copié-collé ailleurs, sans contexte. Ça, c'est tout le taf d'un copywriter, mais c'est compliqué, c'est dur. Il faut faire le taf quand même. Au moins essayer, c'est super important. Pas faire son site sur ChatGPT. Le texte, moi j'y crois, c'est vraiment quelque chose qui est super important sur un site internet. Si on peut prendre votre phrase et on peut la copier-coller absolument partout, c'est juste que c'est pas la bonne phrase. Si par contre la phrase elle colle à votre identité, si elle colle à tout le contexte que vous avez posé avant, etc., etc., là c'est déjà beaucoup mieux. Exemple tout con, Bart avant il se brandait en tant que chevalier monteur. C'est pour ça que son arroba c'est chevalier Bart. Eh bien, il n'avait pas de portfolio, c'est dommage. Il utilisait le mien, le filou, mais il aurait eu un portfolio. Pardon, j'ai une petite notif, tac. Il aurait eu un portfolio, il aurait pu justement jouer tout le long avec son branding de chevalier. Sa description c'était, je crois que c'était de Malin à Châtelain, donc en lien avec le monde de chevalier. Et ouais, sur ses vidéos, j'ai pas de phrase en tête parce que je suis nul là-dessus, mais il aurait très bien pu jouer tout le long de son portfolio sur la DA du chevalier. Tac. Conclusion. Mettez en avant votre expertise est indispensable pour attirer des clients prêts à investir dans vos services, pour vous positionner comme un expert dans votre niche et pour gagner de la confiance des prospects dès le premier contact. Avant de passer à la toute dernière diapo, j'ai deux choses à vous donner. Donc, je vais vous donner deux PDF. Deux PDF où dedans, vous allez avoir, voilà, exploration des besoins locaux dans le montage vidéo. Dedans, il y a une grosse partie des business physiques chez qui vous pouvez faire du montage vidéo et lui proposer des services de fou. Similaire chef. Dedans, on a la restauration, les cafés, boutiques de commerce de détail, salons de beauté et de coiffure, plombier, électricien, menuiserie, maçon, peintre en bâtiment, charpentier, serrurier, carreleur, vitrier, ferronnier et métallier, chauffagiste, paysagiste, cabinet d'architecture, agence immobilière, promoteur immobilier, courtier hypothèque, gestionnaire de biens, constructeur de maisons, expert immobilier, agent de location saisonnière, chasseur d'appartements, société civile de placement IMO, agence spécialisée dans l'immobilier de luxe et agence de home standing. Et dedans, voilà. Dedans, ce qu'on a, c'est absolument tout ce dont vous avez besoin. Vous avez le descriptif de client, donc le type, ce que type de client va cibler, les objectifs de ce client, que ce soit en court terme, en moyen terme ou en long terme. Combien est-ce qu'il gagne par mois, donc ses revenus moyens mensuels, sa source de revenus principale et ses périodes de pic, et les services peuvent les aider. Et ça, vous l'avez pour tous les types de clients. Bon, c'est assez long. Voilà, il y a 30 pages. Et ça, c'est juste pour les business physiques. Et ensuite, on a un second PDF avec
la liste des business en ligne cette fois-ci. Donc, du coup, on a une petite liste des business en ligne. On a le fait voilà, qu'il existe, voilà, c'est un document, il faut un peu plus lire. Mais voilà, dedans, ce qu'on va retrouver, ça va être les DNVB, les coachs en ligne, les agences de marketing, et oui, parce que même elles recherchent, les prestataires de services financiers, influenceurs et créateurs de contenu, les SaaS et les startups. Et dessus, même principe, voilà, il y a un peu plus de blabla, je vous invite à le lire. Tac, et donc du coup, les fiches clients, voilà, DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Hop, ensuite, on a les services qui peuvent les aider, tac, 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 tout ce qu'il faut, formateur en ligne, etc., etc. Je scroll un petit peu pour vous montrer, mais c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Repartez avec ça là, mangez bien. Hop, comme ça vous pouvez directement le télécharger sur Discord et l'avoir sur votre PC.